Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Alors que le corps électoral n'a pas encore été convoqué par le président de la République, le Cameroun vit une véritable campagne qui ne dit pas son nom. Déclaration de candidature par-ci, attaque par-là. Le double scrutin législatif municipal s'annonce haut en couleur. À peine sorti de prison d'où il venait de passer près de 9 mois, Paul-Éric Kingé est très vite monté au créneau pour exiger de son allié, le professeur Maurice Kamto, le contrôle de l'ensemble des municipalités du Mungo. Sinon, une semaine après, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans un communiqué, annonçait l'ouverture des listes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à la société civile, à la jeunesse, aux femmes et à la diaspora et plus largement aux Camerounais et Camerounaises de toutes les professions sans être forcément des militants du MRC. Pendant ce temps-là, que font les autres? Plus précisément, le RDPC. Madame, Monsieur, dans un instant, c'est-à-dire à 20h, ce sera la grande édition d'information qui vous sera présenté par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, maintenant, c'est le fait du jour. Législative et municipale 2020, pourquoi tant d'effervescence? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir Maître. Oui, bonsoir. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais surtout ce soir en tant que défenseur du lion. C'est comme ça que vous appelez de ce côté. Oui. En effet, les responsables de la communication au niveau du RDPC m'ont choisi pour pouvoir intervenir pour le compte du RDPC sur votre plateau. Maître Joseph-Claude Biliga, RDPC, en face de lui, Maître Désiré Sikati. Bonsoir Maître. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir à tous ceux qui nous font l'honneur de nous regarder. C'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver sur votre plateau. Voilà, Maître Désiré Sikati du MRC, c'est bien cela? Bien entendu, c'est exact. J'ai eu peur de dire MRC et allié. Avec toute la dernière actualité, qu'est-ce qui se passe exactement, Maître Sikati? Dites-nous. En fait, même si nous sommes un peu perdus là. Comment les alliés d'hier arrivent, ils s'entendent plus, c'est ce qu'on a envie de dire. On vous parlait de Paul-Éric Kingé. Comment vous regardez tout ça? Bon, disons que, vous savez, on est en politique. Oui. Et en politique, généralement, lorsqu'on respecte les règles de la démocratie, on ne peut pas empêcher à quelqu'un avec qui on a cheminé de mettre un avis sur la situation d'une collaboration politique. Je ne pense pas que ce que M. Paul-Éric Kingé a dit soit quelque chose d'extraordinaire. Voilà, en général, lorsque vous êtes dans le cadre d'une coopération, même pas seulement dans le secteur de la politique, il peut arriver que les membres de cette coopération-là, qui ne soient toujours pas sur les mêmes longueurs d'onde, je n'ai pas l'impression que la sortie de M. Paul-Éric Kingé devrait être surprenante à partir du moment où il s'est agi d'une coalition entre le MRC, le professeur Maurice Kamto, et M. Paul-Éric Kingé dans le cadre d'un cas spécifique qui est l'élection présidentielle d'octobre 2018. Maintenant, il faut aussi être capable de reconnaître que l'élection étant passée, bien que la page ne soit pas totalement tournée, il ne devrait pas être surprenant que certains alliés aient peut-être des envies qui n'étaient pas forcément, à mon avis, les envies de départ. Bon, maintenant, je pense aussi que c'est une question assez, je dirais pas délicate, mais assez substantielle, qui, à un moment donné, va certainement recevoir une réponse, parce que M. Paul-Éric Kingé, si vous voyez bien, les problèmes qu'il pose, d'après lui, concernent directement un contrat qu'il aurait eu avec le professeur Maurice Kamto.
Donc je pense que le professeur en est conscient et je ne veux pas rentrer dans les supputations. Il faut que les gens prennent le mal à patience parce que ce qui est certain, c'est que le professeur Maurice Kamto, le moment venu, aura son mot à dire par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant par M. Paul-Éric Kingué. Mais d'ores et déjà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour les acteurs politiques qui ont collaboré à un certain moment de donner l'impression de rentrer dans une forme de jactance ou d'invective. Moi, je suis partisan. Sur la place publique, on va dire Oui, c'est pas toujours agréable parce qu'en général, c'est toujours bon de discuter avec son alter ego, surtout lorsqu'on a cheminé ensemble pendant un certain temps. Non, discuter ou bien verser quand même sur la place publique en espérant discuter après, tout en donnant l'impression que ce qu'on verse sur la place publique constitue une forme de surenchère pour obtenir ensuite des choses assez importantes pour soi. Bon, à mon avis, c'est pas très élégant. Bon, maintenant, je pense que le professeur Maurice Kamto, dans sa carrière politique, il en a souvent vu. Il aura certainement la réponse adéquate aux revendications de M. Paul-Éric Kingué. Voilà, justement, dans un communiqué signé ce jour, hein, Paul-Éric Kingué annonce une rencontre au sommet, hein, des alliés Maurice Kamto et Paul-Éric Kingué, relative à la mise en œuvre des termes de convention, de la convention qui lie les deux parties. On va y revenir. Bonsoir Éric Yombi. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Vous êtes analyste politique. Éric Yombi, il y a justement ce récépissé de déclaration de manifestation publique signé du sous-préfet de Ebolova 2, Obama André Francis, qui délivre un récépissé de manifestation au MRC. Le présent récépissé de déclaration de manifestation publique est établi et délivré à l'intéressé, c'est-à-dire M. Evina Ongoto Narcisse, pour servir et valoir ce que de droit. La toile s'est enflammée, certaines personnes pensent que ce sous-préfet est courageux. Éric Yombi, j'ai pas voulu poser la question. Je vous ai dit, c'est vous qui voulez l'émission. Tout à fait. Pourquoi on dit que Obama André Francis, le sous-préfet de Ebolova 2, est courageux? Il a délivré le récépissé pour ceux qui nous regardent, le récépissé pour une manifestation du MRC au stade municipal d'Ebolova, vendredi 1er novembre 2019 à partir de 10h. Pourquoi on dit qu'il est courageux, le chef d'État Obama André Francis? Moi, je pense qu'il est courageux parce qu'il est républicain, tout simplement. Il est républicain. Oui. Moi, je pense que l'esprit et la loi de 90, c'est exactement ça dont il s'agit. C'est-à-dire permettre aux populations, permettre à ceux qui veulent s'exprimer, fut-il un marchand, fut-il un manifestant, évidemment, de s'exprimer comme bon leur semble. Je pense également qu'il a certainement saisi le message du chef de l'État du 10 octobre dernier, voulant une certaine décrispation de la vie politique au Cameroun. Donc le sous-préfet dans l'apaisement. Dans une logique d'apaisement. Dois-je rappeler ici que dans un contexte de décentralisation ou de déconcentration plus précisément, le sous-préfet est bien dans son élément d'exécuter les directives qui sont données par le chef de l'État. Il nous appartient ici évidemment de saluer l'initiative évidemment de ce sous-préfet qui contribue à la bonne marche de la République. La République se veut contradictoire. La République doit permettre que toutes les voix dissonantes puissent s'exprimer dans un cadre essentiellement républicain et non violent. Maître Désiré Sikati, vous avez eu ce récépissé de déclaration manifeste qui nous vient d'Ebolova? Bien sûr que dans le cadre des activités de notre parti politique, et j'ai pris connaissance de ce document bien avant d'arriver sur votre plateau. Mais bon, je dois avouer qu'a priori on peut être tenté de dire que c'est peut-être une avancée dans le cadre de la liberté de manifester. Parce qu'il y a longtemps, on n'a plus vu ça. Hein? C'est pourquoi on n'en parle. Il n'y a pas longtemps, on n'a plus vu ça. Je pense que dans la phase qui a précédé l'élection présidentielle, vous vous souvenez que le MRC avait organisé un certain nombre de meetings sur plusieurs localités, sur tout le territoire du Cameroun. Et ces meetings-là avaient été autorisés par certaines autorités administratives. Donc je pense qu'à cette époque-là, on en avait eu une cinquantaine qui étaient autorisées. Je vois d'ailleurs mes camarades du département de la Maine-Noire qui en ont organisé pratiquement une trentaine.
en l'espace de 7 mois. Et chaque fois qu'un meeting était organisé, il y avait une autorisation. Mais ça n'a pas empêché que plus tard, après la crise post-électorale d'octobre 2018, eh bien qu'on se retrouve en face d'un certain nombre d'autorités administratives qui sont pratiquement rentrées dans une réaction qui ressemblait un peu à celle qu'on vivait dans les années qui avaient précédé l'accession du Cameroun à la démocratie. Donc, il ne faudrait pas se fier à une seule autorisation pour tirer des conclusions hâtives. Il faudrait peut-être attendre de voir si cette autorisation qui a été donnée par l'autorité administrative de Bolova, eh bien, si ça peut aussi, s'il peut avoir des semblants, voilà, dans d'autres localités. Parce qu'on a quand même l'impression souvent, lorsqu'on regarde la façon dont notre administration travaille, on a souvent l'impression que ce n'est pas une politique administrative en matière de partis politiques qui est assez harmonisée partout. Voilà, donc je voudrais quand même vous rappeler qu'en même temps que cette autorisation est donnée, il y a d'autres cas où nous avons des camarades qui ont du mal. Je vous rappelle d'ailleurs, il y a de cela 1 semaine et demie, mais certains de mes camarades dans le Nord, je pense dans l'extrême Nord, étaient voulaient organiser également une manifestation publique. Voilà, bon, mais ils se sont heurtés au refus de l'administration. Donc je ne pense pas qu'il soit possible, comme l'a dit M. Yombi, de tirer une conclusion en disant que bon, c'est la République qui est enfin mise en évidence. Peut-être moi j'interprète beaucoup plus ça comme un acte isolé d'une autorité administrative, mais je souhaiterais, pour tirer une conclusion définitive, que ce que cette autorité a fait. Bon, je trouve bien que c'est louable, mais il faudrait que ça se généralise, pas seulement d'ailleurs pour le MRC, mais pour tous les autres acteurs politiques, pour les organisations de la société civile, parce que c'est dans des cadres comme ça que l'on participe à l'éveil de la démocratie, à l'éveil de l'activité politique dans un pays. Maître Joseph-Claude Bilega, sur cette décision, Maître Sikati pense qu'il faudrait que ça se multiplie. Il c'est un acte isolé. Non. Pas que ça reste un acte isolé. Oui, je pense que lui-même l'a dit. Oui. Avant la période de la campagne électorale où il y avait des autorisations. Où les autorisations sont pratiquement légales, où on n'a même pas besoin de faire une déclaration. Ils ont pu avoir plusieurs par autorisation, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'interdiction. Parce qu'en fait, on est dans un système de déclaration. Oui. Donc on déclare, mais le sous-préfet peut interdire. Donc le sous-préfet n'ayant pas interdit, donc ayant tenu compte de la déclaration, ayant remis un récépissé suite à la déclaration de manifestation, je pense que ça devient un peu banal. Je suis entièrement d'accord et je pense que nous en parlerons tout au long de cette émission, du fait que, d'accord, qu'on laisse les gens s'exprimer dans la limite de ce qui est permis, dans l'encadrement légal. Et moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que ce qui est en train d'être fait, cela est à encourager. Voilà. Signor Barrister Emmanuel Achou, you're welcome. Thank you. Good evening, Serge. Good evening, fellow panelists. Good evening, televiewers. Why are you so late, like the Council Ewet? Traffic jam, please. Traffic jam? Traffic constraints. Okay. You're welcome. Thank you. Barrister, vous avez nous trouvez en plein débat sur ce récépissé qui a été remis à un membre du MRC dans la région du Sud après la période, on va le dire comme ça, d'interdiction. Certains pensent que ce sous-préfet est courageux. C'était récépissé pour faire quoi? Pour tenir une réunion ou bien pour une manifestation publique? Parce qu'il faut savoir, il y a une distinction entre la manifestation publique et une réunion. Donc, si c'est une réunion, c'est sujet à un régime de notification, de déclaration. Mais si c'est une réunion, une manifestation publique, là, ce n'est pas seulement la déclaration. L'autorité administrative a son mot à dire. Donc, je ne connais pas le contenu de ce document. J'ose croire que ce n'est pas pour marcher sur la voie publique. Non, ça se passe au stade municipal de Bolova, vendredi 1er novembre. Manifestation publique. Oui, ça veut dire qu'il y a évolution, n'est-ce pas, dans la manière de faire de mes amis du RDPC, qui peut-être ont été touchés par la visite d'un ami cher à eux.
Oh, vous savez, tout à l'heure, Maître Sikati du MRC vous a dit qu'avant les élections, ils ont eu au moins une cinquantaine de, mettons entre guillemets, d'autorisation de manifester à travers toute la République. On a vu beaucoup d'autres partis le faire. Peut-être le vôtre également, je crois l'avoir vu sur le terrain, sauf si je me trompe. Donc je pense que non, ça sert à rien. Nous sommes aujourd'hui dans l'apaisement. Hein. Ça sert à rien de jeter des pics qui n'ont pas de sens. Et lorsque cela est nécessaire, lorsque l'intérêt national est privilégié, lorsque les troubles de l'ordre public ne sont pas, il n'y a pas de menace à tout l'ordre public, il n'y a aucune raison qu'on interdise que les gens manifestent. Ok. Maître Sikati, je commence avec vous. Qu'est-ce qui a motivé cette décision du professeur Maurice Kamto d'ouvrir les listes du MRC, la société civile, la jeunesse, aux femmes, la diaspora et tous les corps de métier, pas seulement les militants? Pourquoi? Comment comprendre cette décision? Bon, déjà, pour les prochaines élections législatives et municipales. En fait, pour moi, ce n'est pas une surprise pour la simple raison que dès le départ, lorsque vous écoutez le credo principal du MRC, c'est faire la politique autrement. Donc, il a toujours été question de rénover un peu dans le champ politique camerounais en apportant ce que d'autres n'ont pas souvent apporté, mais qui va en droite ligne avec l'essor de la démocratie et des convenances populaires. Donc, on s'est rendu compte, malheureusement, qu'aujourd'hui, dans notre système, les partis politiques ont souvent tendance à être stigmatisés par certaines organisations de la société civile, par une bonne frange du peuple, tout simplement parce qu'on estime que les élus politiques qui sont encartés dans des partis politiques ont souvent ce côté intéressé. Vous voyez, ce côté intéressé est assez hypocrite parce qu'en général, lorsqu'ils sont élus, ils n'ont pas toujours tendance à penser aux promesses qu'ils avaient faites avant. Mais par contre, à côté de ces politiques qui sont encartés, vous avez également des personnes qui au quotidien ne militent pas dans les partis politiques, mais qui ont tout de même des idées qui sont de nature à faire évoluer notre société. Malheureusement, ces personnes-là n'ont pas toujours été avantagés, voilà, par le règlement des partis politiques, dont la plupart donnaient d'abord la possibilité à leurs membres pour les investitures. Donc aujourd'hui, il est question de montrer à la communauté nationale du Cameroun et même à nos compatriotes de la diaspora qu'on peut être impliqué de façon active dans le développement de son pays. Et quand je dis de façon active, ça veut dire qu'on peut avoir des responsabilités politiques sans être forcément un acteur politique encarté. Parce qu'il faut être capable de reconnaître qu'il n'y a pas que ceux qui sont membres des partis politiques qui ont ce souci de développer leur pays. Okay. Donc, si vous avez des gens qui n'ont pas forcément le temps de militer, d'aller dans des meetings, de participer à des marches, par exemple, faire des réunions tout le temps, en fait, de s'investir dans le militantisme, mais qui voudraient pour autant être des maires, des conseillers municipaux, des députés, des conseillers régionaux, et qui ont l'expertise et les compétences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que le communiqué du professeur Kamto fait pratiquement allusion à tous les secteurs d'activité. Oui. Vous avez les taximans, vous avez les mototaxis, vous avez des membres des professions libérales, vous avez les Camerounais de la diaspora, oui, qui sont très souvent malheureusement exclus, on le voit, par, dans le champ politique camerounais, parce qu'on leur a donné l'impression qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans les prises de décision chez nous. Mais aujourd'hui, on voit très bien que le professeur Kamto, à travers cette décision-là, il est en train d'innover, parce que d'ailleurs, vous-même, vous êtes surpris. Et c'est pratiquement le sentiment qui vous anime, c'est le sentiment de la quasi-totalité des Camerounais. Personne ne l'attendait sur ce tournant-là. Et moi, honnêtement, en tant que militant politiquement engagé et partisan d'ailleurs, moi je pense que le professeur Kamto est en train de donner un véritable tournant utilitaire à l'activité politique au Cameroun, et qui serait bien aussi que les autres partis politiques suivent cela. Parce que si jamais on a des personnes qui ne sont pas forcément des militants de partis politiques, qui se retrouvent demain être des élus, mais je puis vous dire que leur principal défi sera de montrer qu'ils peuvent être à la hauteur sans être forcément des gens qu'on connaît au quotidien. Ok. Maître Biliga, je viens à vous parce que j'ai vu Simon Barista faire l'amour là. Pourquoi cette méthode vous dérange? Oui, ça ne me dérange pas, mais ça dérange. Parce que... Pourquoi? Comment? Ça dérange parce qu'un parti politique est ouvert à ses membres. À ses membres. Donc, on ne peut pas me dire que les corps de métier feront partie d'un parti politique.
la société civile, dès lors qu'un Ben Skinner décide d'adhérer à un parti politique, il devient membre. Donc, si vous décidez d'adhérer à un parti politique, vous devenez membre. Laissez-nous les histoires des corps de métier. Il n'y a pas de place pour les corps de métier dans un parti politique. Quand vous constatez que la ligne... Maître Achou, si je peux vous demander une petite seconde, juste pour préciser, une petite seconde. En fait, les corps de métier, il ne s'agit pas d'englober tous les corps de métier. Ça veut dire, par exemple, que dans la profession, chez les experts comptables, si vous avez un expert comptable qui souhaite être investi par le MRC, il va faire acte de candidature, on va apprécier. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ok, merci pour la précision. Parce que justement, j'avais l'impression qu'il s'agit d'une lettre ouverte qu'on lançait au monde entier. Et moi, j'ai dit non, le parti politique est limité à ses membres. On peut même extrapoler en disant sympathisants. Ok. Mais dit qu'on va inviter tout le monde. Je vais aussi suivre. Hein. D'ici quelques jours, Réforme Parti va aussi ouvrir les portes. Ouvrir aussi. Hein. Mais on ne va pas admettre, comme j'entends là, les gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Parce que nous, dans la politique, dans le parti politique, on fait de la politique. Maître Joseph Bilega, est-ce que cette façon pour le MRC de ratisser large, il faut le dire comme ça, vous inquiète au RDPC? Je vais vous surprendre. Oui, je vais vous surprendre. En 2002, je n'étais pas membre d'un parti politique. J'étais ce qu'on appelle vraiment la société civile. Je me suis retrouvé conseiller municipal parce que le RDPC avait décidé de s'ouvrir exactement comme le MRC est en train de faire aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas inventé cette façon de faire. Moi, j'avais été appelé en me disant, on m'a dit, on vous voit dans un certain nombre de choses dans la société civile, est-ce que vous êtes tous serez intéressé d'être conseiller municipal? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé conseiller municipal et par la suite, étant d'accord avec ce que le RDPC, avec l'idéologie du RDPC, je suis resté. J'aurais pu, au bout d'un mandat, partir. Je suis au 3e mandat, ça fait 17 ans. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. La deuxième chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il y a quand même un risque. Il y a un risque de s'ouvrir. Et lorsqu'on voit aujourd'hui notre pays, lorsqu'on lit les réseaux sociaux et autres, on a peur. Et je crois, et mon confrère l'a peut-être si bien dit, qu'on ne prendra pas n'importe qui. On serait capable de faire un tamis pour que ceux à qui on donne l'investiture soient des personnes qui sont assez représentatives, des personnes qui sont assez citoyennes, qui ne vont pas créer ce qu'on pose comme problème. Pourquoi est-ce que je dis? Parce que, contrairement à ce qui s'est passé, peut-être là, on parlait de code électoral, ce qu'il y avait avant, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdiction du mandat impératif. Le mandat impératif qui voudrait que, lorsque vous êtes investi par un parti, vous devenez entre guillemets l'esclave de ce parti lorsque vous êtes élu député, conseiller municipal, autre. Aujourd'hui, je peux être élu député RDPC et si je décide demain que je me sens pas bien dans le parti, je démissionne du parti sans que cela ait un impact sur mon élection. C'est pas vous comprenez. C'est ça qu'on appelle le mandat impératif. Alors, le risque qu'il y a dans certains cas, c'est que lorsqu'on n'a pas la maîtrise des personnes qu'on investit, et on va se retrouver on aura l'impression qu'on aura beaucoup de candidats, 2, 3, 4 ou 5 députés. Si 3 ou 4 se considèrent comme étant des personnes qui ne se retrouvent pas dans le parti qui les a investis, mais ils sont tout simplement arrivés parce qu'ils voulaient avoir le titre de député et utiliser la machine électorale du parti qui les a investis, vous comprenez bien qu'il y a un risque. Même pour le parti, il y a un risque pour la nation. Et je terminerai en disant que, vous savez que tout récemment également, c'est pas mauvais de faire venir des jeunes dans la politique. Les gens se découvrent en réalité quand ils sont confrontés à ce genre de difficultés, à ce genre de situation. Regardez avec la France et Macron, quand vous voyez les députés de Macron, c'est-à-dire les élus de Macron, ils sont la plupart du temps des jeunes ou des personnes qui n'avaient jamais eu une quelconque expérience en politique. C'était leur toute première expérience par l'élection dont ils ont été l'objet, et certains s'en sortent, d'autres beaucoup moins. Donc je dis, c'est pas mauvais, mais il faut mettre des barrières. Justement, Eric Yombi, j'allais vous poser cette question, et Maître Bilega a embrayé avant moi. Est-ce qu'il y a des risques pour le MRC à s'ouvrir comme ça? Oui, je vais surtout les élus. Qu'est-ce qui pourra se passer une fois ces personnes qui ne sont pas forcément des militants MRC, une fois qu'ils sont élus? Je vais répondre à votre question, mais avant ça, j'aimerais préciser quelque chose à la suite de Maître Sikati. Oui. Le MRC est un mouvement.
c'est plus large que parti politique. D'accord? Donc, à partir du moment où on a déjà cette appellation, le fait d'avoir les différents corps de métier, d'accueillir les sympathisants, en réalité, ce n'est pas une surprise. Donc, lorsque vous clamez que vous êtes surpris de par le fait que le professeur Kamto accepte via ce communiqué d'accueillir ou d'investir les personnes qui viendraient des corps socio-professionnels, j'aimerais quand même me poser des questions. Autre élément concernant le MRC. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir que jusqu'ici, le MRC s'est inscrit dans une logique de coalition. C'est pour ça que vous avez certainement vu M. Nzonga, M. Pendaïkoka. Ça confirme le fait que c'est un mouvement. Parce que le parti a certainement réalisé, enfin, ce mouvement a certainement réalisé que pour une véritable implantation sur le territoire national, il fallait d'autres énergies, il fallait effectivement, n'est-ce pas, d'autres forces pour qu'évidemment, il ratisse beaucoup plus large. Maintenant, j'ai jeté un coup d'œil sur votre programme que vous avez publié lors de la présidentielle. Je crois avoir lu que le MRC est un mouvement social-libéral. C'est ce qui ressort de votre programme. Social-libéral, pour parler simplement, c'est de la sociodémocratie, un peu comme Schröder à l'époque. En Allemagne. Le principal problème qui pourrait se poser avec cette façon de ratisser l'âge, c'est comment contenter ou satisfaire ces personnes qui viennent d'horizons différents. Je vais parler simplement en disant, est-ce que les attentes d'un Ben Skinner sont les mêmes que celles d'un chef d'entreprise? Je ne pense pas. Donc, évidemment, forcément, fatalement, le MRC va se retrouver à un moment donné de l'exercice du pouvoir, soit avec les conseillers municipaux, soit avec les députés, dans une logique où il pourra arriver qu'il contente difficilement toutes ces différentes couches ou ces différentes couches socio-professionnelles. Voilà le risque. Oui, mais je suis un peu, je suis d'accord avec Eric Yombi, mais son développement sur MRC et pas parti politique, ça me gêne un peu. Mouvement, oui, les RDPC va vous dire nous sommes un rassemblement. Le rassemblement également, on ratisse l'âge. Ouais, mais je pense que c'est pas le terme mouvement ou rassemblement qui permet qu'on ratisse l'âge. Tous ce sont des partis politiques. Maintenant, chaque parti, même le SDF, même le Reform Party, qui n'a pas un terme du genre rassemblement ou mouvement, peut bien utiliser, d'ailleurs, son président, son chairman qui est avec nous ici, a dit que lui aussi, il va le faire. Oui, donc je ne pense pas que ce soit le terme mouvement ou le terme rassemblement pour le RDPC qui peut justifier qu'on ratisse l'âge. Je dis aujourd'hui, nous voyons tous que les Camerounais sont de plus en plus impliqués en politique. Il y a une ouverture qui fait que tout le monde se sent concerné, se sent intéressé par la politique et voudrait servir le pays à travers les élections. Et je pense que c'est ça qu'il faut encourager au lieu de restreindre ça au fait que... Il faut qu'on soit... Un instant, il faut qu'on soit précis sur une chose. Les mots insens. D'accord? Le but ici n'est pas de dire que parce qu'il s'appelle mouvement, c'est un problème. C'est pas ça le but. Nous sommes tout simplement en train de spécifier cette appellation de mouvement à contrario de parti politique, tout simplement. Ok. Merci Kati d'abord. Oui, je sais pas, mais quand j'écoute M. Yombi, j'ai l'impression un peu qu'il essaie de banaliser l'opération qui a été lancée par le professeur Kamto et qui est une innovation. Parce que lui, il a tendance à dire ça découle logiquement de l'appellation du parti, c'est-à-dire c'est un mouvement qui est logique, qui est naturel, tout le monde aurait pu... Non, c'est pas ça. Il faut souvent être capable de reconnaître quand il y a une innovation. Mais merci Cathy. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas suivi. Non, c'est pas je vous ai dit qu'il y a cela 17 ans, moi je suis entré en politique, pas exactement une directive de la même manière. C'est-à-dire dans laquelle on demandait de faire par exemple... Je ne parle pas du RDPC. Je suis en train de parler du MRC. Vous parlez du RDPC. Non, je vous dis que le MRC a innové. Oui, mais je vous dis, c'est pas une innovation. C'est une innovation parce que plusieurs années avant, le RDPC l'a fait. Moi, je suis un exemple. Personne n'était au courant de ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vous ai toujours connu comme un militant du RDPC. Vous avez toujours été investi sous cette casquette. Je suis quand même surpris que vous veniez sur un plateau de télévision dire que le RDPC a 20 ans auparavant fait ce que le professeur Maurice Kamto a fait. C'est vrai. Alors que, mais c'est vous qui le dites. Moi, c'est aujourd'hui que je l'apprends, vous n'avez aucune preuve. Donc, j'étais en train de dire que j'ai quand même du mal à écouter certains panélistes banaliser des innovations politiques. Vous voyez, parce que ce que le professeur, quand je dis, moi-même je ne m'y attendais pas, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle à un certain moment. Si vous avez un leader qui apporte une science,
qui n'a pas existé jusque-là dans l'arène politique camerounaise. Il faut être capable de dire que cette innovation, c'est lui qui en est l'auteur. Donc, ce que M. Yombi est en train de dire, moi, j'ai l'impression qu'il essaie de mettre cette opération, j'ai dit bien une opération singulière, parce que ça n'existait pas avant, il essaie de banaliser ça et de mettre dans le cancan quotidien de la politique camerounaise. Et puis, quand je l'attends, à la fin de son propos, il se pose la question de savoir comment est-ce qu'à la fin, on va contenter tout le monde. Non, il n'est pas question de contenter chacun dans le cadre de ses désirata propres. Il est question de regrouper un certain nombre de personnes venant d'horizons divers, mais qui poursuivent tous un objectif commun qui est l'idéal de la République. Vous comprenez donc? Lorsqu'on vous dit, par exemple, si vous avez un expert comptable qui est investi par le parti, ça ne veut pas dire que s'il est élu, il sera là pour défendre le beefsteak de lui, l'expert comptable. Il y aura certainement une feuille de route qui sera tracée, voilà, par le parti et un engagement sur l'honneur qui sera certainement signé par tous les candidats. Pas seulement, je peux vous dire d'ailleurs qu'en 2013, lorsque le parti a investi des candidats, qui étaient tous d'ailleurs les militants, eh bien, ces candidats-là se sont engagés sur l'honneur à se conformer à la charte éthique du parti. Voilà donc, il n'est pas question de prendre des gens qui viendront pour jouer leur carte personnelle. Il est question de regrouper des gens pour un objectif commun qui est le salut national. Donc, maintenant, je pense aussi que il faut aussi avoir l'humilité de faire comme l'a dit le président Maître Achou de Reform Party, de suivre, il faut être capable d'avoir l'humilité de suivre l'innovation qui peut être salutaire. Parce que c'est comme ça que moi j'apprends ça, que j'entends ça. Et puis il faut comprendre, Maître Biliga il vient de dire quelque chose qui est vrai. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'engouement que les Camerounais ont pour la politique, on voit bien que par le passé, c'était les matchs de football qui attiraient autant, qui suscitaient autant d'effervescence populaire. Aujourd'hui, si vous mettez un match de football de la finale de la Ligue des Champions en même temps qu'il y a une émission de débat politique, notamment sur votre chaîne, vous pouvez être sûr que 95% des gens vont suivre le débat politique. Et il faut savoir capitaliser cela lorsqu'on est homme politique. Il faut faire comprendre aux Camerounais que puisque vous vous intéressez à la politique, ne soyez pas seulement des observateurs, soyez aussi des acteurs actifs. Et c'est ce que le professeur Kamp est en train de faire. Signor Barissa. Oh, merci Serge. Je suis vraiment un peu gêné parce que quand je comprends la motivation du RMS et les observations des autres, je me pose bien la question de savoir à quoi ça va profiter aux Camerounais. Parce qu'un parti politique est une organisation qui est guidée par deux choses. Un, son projet de société. Deux, par ses statuts. Alors, vous prenez des gens qui ne sont pas vos militants, qui ne sont pas vos membres, vous voulez faire d'eux des porte-étendards. C'est-à-dire les gens qui vont vous représenter aux élections. Ils ne connaissent pas votre projet de société, ils ne connaissent pas les règles qui régissent. Ils sont formés. Ils vont être formés, maître. S'il vous plaît. Ils ne connaissent pas les règles qui régissent le fonctionnement de votre parti. Ils seront formés. En tant que chef de parti, je dis ça, c'est un danger. Premièrement, c'est une tromperie envers la population parce que quand vous prenez quelqu'un qui ne maîtrise pas le plan d'action, le projet social du parti politique, le peuple va croire que parce que vous avez présenté ce monsieur, quand il sera élu, il va faire des propositions allant dans le sens de votre plan d'action. Or, c'est un monsieur qui ne connaît rien, qui n'est pas obligé d'apprendre votre plan d'action, puisqu'il n'est pas membre. Il n'est pas militant. Qu'est-ce qui explique que ce genre de personne ne prendra pas la première opportunité pour aller à la télé, se comporter comme un étranger total à ce parti, puisqu'il ne connaît même pas les règles de fonctionnement. Ah non, moi je pense que on doit faire attention. On ne peut pas ouvrir les portes d'un parti politique comme ça. On dit, tout le monde venez, tout le monde venez. Moi je dis que je vais faire une ouverture. Mais ça ne sera pas pour des gens qui ne viendront pas s'imprégner du plan d'action du parti. Dès lors que vous franchissez la porte, mettez-vous en tête que vous serez membre de Reform Party. Vous allez maîtriser le plan d'action, vous allez maîtriser les statuts et vous serez régi par tout ce qui est prévu par la loi, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce parti. Parce qu'il ne faut pas prendre le risque d'admettre des étrangers à ce parti qu'on va présenter au public. Mais c'est un danger. Je dis c'est une tromperie envers le peuple. Parce que le peuple qui va donner son suffrage à ce monsieur-là va croire que c'est quelqu'un qui représente les idéaux du parti. Or, ce n'est pas le cas. Donc,
moi, je précise bien que c'est un danger et c'est une tromperie envers la population, parce qu'il faut bien que tout candidat présenté par un parti politique soit imprégné, n'est-ce pas, du plan d'action, puisque c'est lui le porte-étendard. Tu ne peux pas être porte-étendard sans savoir ce pourquoi le parti te met là. Mais excusez-moi, il s'agit quand même d'une thématique qui concerne le MRC. Je voudrais que vous m'accordiez de temps en temps un peu, peut-être plus. Je vais pas aller au-delà. Moi je pense que Maître Achou, non, je vais finir, je ne vais pas être long. Mais Maître Achou, moi je pense qu'il a l'impression que la déclaration qui a été publiée par le professeur Kamto va se limiter à ça. Moi je vous dis qu'il va y avoir une charte d'éthique, voilà, qui sera soumise à tous les postulants à l'investiture. Et ces postulants-là vont signer la charte d'éthique. Il y aura des séances de formation pour qu'ils maîtrisent les rouages, les textes du parti. Ça va se passer exactement comme vous avez vu en France, où la République En Marche a obtenu pratiquement la moitié de ses élus ne sont pas des hommes politiques professionnels. Et il en demeure, on voit très bien que ces hommes politiques-là sont en train de réussir les missions. Ils ont été formés, ils apprennent au jour le jour. Donc moi j'ai quand même du mal à écouter un compatriote infantiliser les Camerounais comme ça. C'est-à-dire donner l'impression que le Camerounais, c'est quelqu'un de foncièrement malhonnête. Une fois qu'il est élu sous la bannière du MRCI, il va changer et vouloir faire cavalier seul. Non. Moi je pense qu'aujourd'hui... Mais comment vous, militants, vous accueillez ça? Moi j'ai pas de problème parce que déjà... Non, j'ai pas de problème parce que déjà... Dans ma philosophie, moi j'ai pas décidé de faire la politique pour un aura personnel ou bien pour une réussite personnelle. J'ai décidé de faire la politique parce que je me suis rendu compte que si les Camerounais, du moins une France de la jeunesse, ne se mobilisent pas pour contribuer au changement, il y a de fortes chances que ce pays il coule comme il est en train de couler. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la politique. Et maintenant, si on a des compatriotes qui peuvent s'associer à ce mouvement, moi j'ai toujours du mal à voir que les problèmes ne posent pas les encartés. Non, on n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas être encartés. On a dit il y a des gens qui voudraient bien poser des actes politiques, contribuer au développement du pays sans être forcément des hommes politiques. Ils n'ont peut-être pas le temps. Par exemple, vous voyez, il y a un meeting qui va se tenir à Ebolova. Un militant solidaire de ses camarades doit se dire je dois aller à Ebolova. Il y a des gens qui veulent servir mais qui n'ont pas le temps pour ça. C'est ce genre de personnes-là. Donc je pense que le combat que nous menons, bon, et c'est même pas un combat parce que le terme peut donner l'impression d'une adversité à Maître Biniga, c'est pas un combat. Disons que la quête qui est la nôtre aujourd'hui, c'est la quête d'un changement qui doit profiter au collectif des Camerounais. Et si on peut associer le maximum de personnes, ce serait l'idéal. Oui, deux ou trois choses. La première chose, je suis content que mon confrère Sikati reconnaisse qu'il y a cette effervescence politique où les jeunes veulent s'intéresser à la politique. Grâce au MRC, il faut préciser. Ce qu'il doit quand même dire, l'honnêteté, c'est que c'est parce que le contexte politique le permet. Le contexte politique mis en place par le parti au pouvoir. Si le parti au pouvoir, les souffrances, si le parti au pouvoir avait fermé, le contexte politique imposé par les souffrances, si le parti au pouvoir avait fermé le ventre, il n'y aurait pas cette effervescence. Si on avait interdit, on n'aurait pas ouvert les souffrances, les médias, Maître Sikati ne serait pas en train de parler de MRC sur les médias. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et je le reprends et je l'insiste, en 2002, j'ai été investi pendant que j'étais membre de la société civile, mais quelques mois avant, je suis entré au parti. On nous a amenés au parti, et là je suis d'accord avec Maître Achou, j'ai été au parti, j'ai été formé, j'ai assisté aux sessions, et j'ai eu un petit poste dans le parti, et c'est à partir de là que je suis devenu conseiller municipal. Il faut quand même, là je suis d'accord avec Maître Achou. Mais je dis, et j'insiste dessus, Maître Achou a raison. Il y a un risque, tant qu'il n'y a pas le mandat impératif, tant qu'un conseiller municipal, un député ne se sent pas lié par un parti, même s'il signe des déclarations, ça n'empêche pas ce monsieur de partir et de dire que lui... Est-ce que vous avez trahi le RDPC aujourd'hui? Est-ce que vous particulièrement, vous avez trahi le RDPC? Alors que vous avez été investi dans le moi. Oui, mais vous dites que vous avez été investi de la même façon. Ce que je dis... Pourquoi ce que vous avez fait, les autres ne peuvent pas faire la même chose? Attends, moi, c'est pas les autres. Ah bon? Vous le savez très bien. Vous non plus, c'est pas les autres. Lorsque je vous dis par exemple... vous êtes quelqu'un de moi, je vous dis par exemple, Maître Sikati, ou bien je dis c'était... Et d'autres personnes de votre parti, c'est la même chose.
Il n'y a pas certains... Non, mais là vous avez déjà des éléments qui permettent de juger. Mais je ne sais pas sur la base de quoi vous jugez des gens qui n'ont encore posé aucun acte. Mais je dis... Ils peuvent être comme vous, Maître Biliga. Vous dites que vous avez été... Espérons-le. Mais ce que je dis, c'est qu'il peut également arriver que... Et sachant qu'ils ne sont pas obligés, même si c'est la convention avec vous, d'être toujours dans votre parti, ça, c'est un procédé, il peut bien être... Mais je parle de la loi. On parle de la loi. Le mandat impératif, ça ne va pas changer. Le mandat impératif est interdit, n'est-ce pas? Bien sûr. On est dans le mandat de représentation. On ne va pas leur imposer un mandat impératif. C'est le même mandat. Vous ne pouvez même pas le faire. Vous ne pouvez même pas le faire. C'est que je dis donc qu'un mouvement, un militant encarté n'est pas la même personne que l'aventurier. Non, c'est pas un aventurier. C'est un aventurier. Quelqu'un qui accepte de venir avec vous, qui signe une charte d'éthique, se soumet à un programme de formation, n'est pas un aventurier. Je suis désolé. Voilà, Eric Yombi, tout ça, on annonce ces joutes-là pour le mois de février, je crois, 2020. Mais il y a le mémorandum à l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre des consultations en vue du grand dialogue national, le MRC, signé du professeur Maurice Kamto. Il dit, dans cette perspective, si l'on veut régler durablement les problèmes de notre pays, le MRC estime qu'il devra impérativement inclure, bon, je fais faillir de la forme de l'État, la réforme du système électoral. La réforme du code électoral. Non, il parle du système électoral. Du système. Le système. Oui. On va donc aller à ces élections. Est-ce que quelque chose a bougé de ce côté-là? J'ai la chance d'être en face de Maître Sikati ce soir. Je pense qu'il est le mieux à même de répondre à cette question. C'est-à-dire, est-ce que les choses ont changé par rapport aux réclamations présentes et même antérieures par rapport à ce code électoral, notamment, pour qu'il décide d'aller aux élections? Je pense qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. Mais moi, ce que je vais dire par rapport à ceci, nous pensons... Non, le professeur Kamto dit que pour régler définitivement les problèmes, durablement, c'est le terme utilisé, les problèmes de notre pays, c'est-à-dire éviter qu'il y ait encore des contestations après ces élections-ci. Moi, ce que je pense, c'est qu'il serait utile, évidemment, que nous ayons tous ces changements. Et comme je vous ai dit précédemment, je suis mal placé pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'on assiste à ce qui ressemble à un revirement. Nous avons la chance de l'avoir sur le plateau. Peut-être qu'il est-il bien placé pour nous dire pourquoi on assiste à ce qui ressemble à un rétropédalage. Mais ce que j'ai envie de dire, plus simplement, nous aimerions tous que les élections soient transparentes au Cameroun. Il va de l'avenir de tous les Camerounais. Maintenant, si les énergies, les forces politiques, les forces des entrepreneurs politiques ne portent pas ce projet jusqu'au bout, évidemment, avec loyauté, parce que ça nous donne l'impression aujourd'hui que ces personnes qui ont réclamé notamment ce code électoral n'y croyaient pas, ou bien qu'aujourd'hui, il y a des ambitions pouvoiristes. C'est le citoyen qui le dit. Aujourd'hui, on a envie de comprendre, mais que s'est-il donc passé depuis environ quelques semaines, si ce n'est quelques mois, pour qu'on assiste à ce qui ressemble à un rétropédalage? On a envie de continuer avec vous. Vous avez dit tout à l'heure, pas question de contenter certains, notamment en ce qui concerne la cooptation, entre guillemets. Oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Mais nous avons plutôt l'impression, évidemment, que quelques-uns pensent à leurs ambitions. Je dis bien l'impression, je pèse mes mots. Que quelques-uns pensent à leurs ambitions et que du coup, ce qui rassemble le plus grand nombre, tout d'un coup, ça n'existe plus. Nous, on a envie de comprendre. Je suis citoyen comme les autres et j'ai envie de comprendre. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord quand il parle de rétro-pédalage. Parce que moi, j'aurais préféré dire, si j'avais été à sa place, qu'en fait, nous sommes devant une situation où un calendrier électoral nous est imposé. On n'a pas le choix. Parce que vous savez très bien que nous avons déploré le fait qu'on organise des élections dans un pays dont 20 à 25% de la population ne peuvent pas y prendre part. Nous avons dénoncé cela. Et si ça ne tenait qu'à nous, il ne serait pas question d'organiser des élections en février 2020. L'urgence serait de résoudre la crise anglophone et d'organiser des élections générales dans l'intérêt de tout le Camerounais. Parce que, il faut le dire, il y a certains anglophones aujourd'hui qui disent organiser les élections. Dans le contexte actuel, c'est confirmer la division du pays. Et ce n'est pas faux. Vous voyez, bon, maintenant, au lieu de parler de rétropédalage, je dis, le calendrier nous a imposé. Vous savez très bien que le maître du calendrier électoral au Cameroun et même du découpage électoral, c'est M. Biya. Voilà, maintenant, on nous met devant le fait accompli, on s'adapte, malgré le fait qu'on n'est pas forcément d'accord. Voilà, on va revenir dans un instant pour Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Dans un instant, le 20h, au menu, Cédric Nouffelé.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ce rebondissement dans le feuilleton concernant la bataille pour le contrôle du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Aujourd'hui, c'est la Suisse qui monte au créneau. Le diplomate suisse, ambassadeur de Suisse au Cameroun, a rencontré le chef de l'État et lui a remis une lettre spéciale du président de la Confédération suisse évoquant la question relative au terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur les péripéties, les acteurs et les enjeux de cette bataille autour de ce terminal à conteneurs dans la capitale économique du Cameroun. Nous évoquerons également la réaction des leaders politiques sur l'enjeu d'une réforme du système électoral avant les élections et la position de l'un des militants du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, qui balaie d'un revers de la main ses appréhensions de l'opposition. Ce soir, nous évoquerons également l'installation des sous-préfets à Douala 3e et Douala 4, deux arrondissements qui cristallisent l'intérêt des Camerounais en raison de l'insécurité qui prévaut dans ces arrondissements, mais aussi des défis qui sont liés à la crise dans les régions anglophones. Ce sont des arrondissements qui accueillent des déplacés du fait de cette crise et qui vont bientôt être le théâtre des élections locales qui suscitent aussi l'intérêt des hommes politiques. Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, fin donc de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal. Le journal qui vous sera présenté par Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Signor Barista, Achou Emmanuel, Eric Yombi, Maître Joseph-Claude Biliga et Maître Désiré Sikati. Maître Désiré Sikati, on en vient donc à ce système électoral, comme je le disais en première partie. Le professeur Kamto dit, depuis la prison centrale, il l'a signé le 17 septembre dernier, il dit pour résoudre les problèmes de notre pays, le MRC estime qu'il faut inclure, pour le grand débat, il fallait inclure la question sur la réforme du système électoral. Pour vous, quels sont les éléments conflictogènes qui existent dans le code électoral, ou bien dans le système électoral de manière globale? Est-ce que vous aimeriez voir toiletter? Ben, je ne suis pas sûr qu'en quelques secondes. Voilà. Oui. Déjà, je pense que l'élément le plus visible que tous les acteurs de la vie politique camerounaise ont décrié jusque-là, et même Elekam, parce qu'il faut le dire, Elekam a proposé au régime de Yaoundé de procéder à la révision du code électoral. Il y a beaucoup d'imperfections dans ce code électoral. Quand vous prenez par exemple la disposition qui prévoit que il n'y a que le procès verbal qui est gardé, qui est détenu par Elekam, qui fait foi. Procès verbal d'Elekam. Voilà, alors que au niveau de la commission de recensement des votes, voilà, il y a un procès verbal qui est dressé, il y a une copie qui est remise aux représentants de chaque parti politique. Mais après, on vous dit qu'en cas de contentieux, c'est le procès verbal de Elekam qui fait foi. Donc, ça pose un véritable problème. Nous avons par exemple eu un cas à Yaoundé lors de l'élection de 2013. Voilà, pour le scrutin de l'élection législative, où les procès-verbaux que nous avions, voilà, nous donnaient gagnant pratiquement aux 3 quarts des sièges à pourvoir. Mais curieusement, ça, je dis des procès-verbaux qui ont été remis aux différents représentants de partis politiques dans les bureaux de vote. Et c'est les mêmes procès-verbaux dont une copie avait été remise aux représentants du RDPC et une autre détenue, dont l'original détenu par le représentant de l'ECAP. On a été surpris de voir après que lors de la promulgation des résultats, les données avaient changé. Et en confrontant dans les différents procès-verbaux, il s'est avéré que les procès-verbaux que nous avions n'étaient plus en conformité avec ceux détenus par l'ECAM. Ce qui veut dire qu'en fait, le procès-verbal de l'ECAM avait changé entre-temps. Maintenant, comme la loi dit que c'est le procès-verbal de l'ECAM qui fait foi, dans le cas du contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel, nous avons été déboutés. Donc ça, c'est par exemple une disposition incongrue qui doit être modifiée. Voilà, donc il faut prévoir que toutes les copies
ou bien tous les exemplaires de procès-verbaux ont la même valeur. Autre chose, il n'est pas normal qu'il soit prévu dans le code électoral que les procès-verbaux sont transmis à la commission de recensement des votes dans les 48 heures. C'est-à-dire qu'après l'élection, au lieu de transmettre immédiatement et que la procédure pour le décompte de la proclamation des résultats commence, le texte prévoit encore 48 heures. Et vous savez très bien qu'en 48 heures, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, tellement de fraudes. On change les procès-verbaux. Voilà, donc à côté de ça aussi, vous avez par exemple l'âge électoral. Nous voyons bien aujourd'hui que avec l'effervescence politique que notre pays connaît, que des jeunes en deçà de 21 ans, de 20 ans, 19 ans, 18 ans même d'ailleurs, ils s'intéressent à la politique. Oui. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas permettre logiquement à des jeunes de 18 ans de voter. Il faut revoir l'âge légal pour participer à une élection au Cameroun. À côté de ça aussi, il y a le problème de l'indépendance. Voilà, parce que moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi le Cameroun peut être parti à des engagements internationaux sur la démocratie. Il y a une charte africaine de la démocratie et des élections dont le Cameroun est parti. Cette charte dit clairement que les organes en charge des élections doivent être des organes indépendants. Au Cameroun, c'est clair quand même que l'ECAM est totalement subordonné au régime au pouvoir et à ses candidats. À côté de cela, il y a plusieurs commissions qui concourent à côté de l'ECAM à l'élection au Cameroun, mais au sein de ces commissions-là, vous voyez qu'il y a des représentants de certaines autorités administratives comme le ministère de l'administration territoriale. Or, on sait très bien que ces autorités-là relèvent de l'exécutif et ça pose un véritable problème. On a vu aussi, même avec le Conseil constitutionnel, dans les pays comme le Sénégal, l'organe en charge des élections est la conséquence d'un consensus politique entre tous les acteurs et même les organisations de la société civile. Ok. Maître Biliga, face à tout ça, est-ce qu'on peut enfin écouter ces griefs? Aucun système électoral dans le monde n'est parfait. Oui. Tout à l'heure, on a donc vous reconnaissez de manière implicite qu'il y a des choses à revoir? Mais lorsque vous regardez l'évolution au niveau des élections, vous constatez qu'il y avait d'abord ONEL. Oui. D'abord, il n'y avait rien. Il y avait l'administration territoriale qui faisait tout. Ouais. Il y a eu ONEL 1, ONEL 2 et l'ECAM. Il y a eu des modifications avec le mandat impératif qui existait. On l'a enlevé. Donc, je dis qu'il y a quand même des modifications. Donc, une loi, aucune loi n'est statique. Donc, même le système électoral est dynamique et je vous ai montré que ce système électoral n'est pas si mal que ça. Nous avons par exemple un système en matière d'élection des députés, d'élection des conseils municipaux, un système qui est en même temps majoritaire et qui est de représentation personnelle. C'est-à-dire, lorsque vous avez plus de 50% un parti, il remporte tout. Lorsque ce parti a moins de 50%, il prend la moitié des sièges et le reste est reparti par les autres partis. Donc je veux dire que c'est un système que d'autres pays n'ont pas. C'est quand même des choses qui sont pour moi d'avance. Et de l'autre côté, lorsque vous regardez le système électoral, vous voyez que dès la base, il y a des commissions locales, commissions départementales, commissions communales, départementales, etc., où tous les partis politiques sont représentés. Et même au niveau de dépouillement des élections, vous dites que le dépouillement se fait juste après la clôture du vote, on dépouille devant tout le monde et on note devant tout le monde. Donc je dis quand même, il y a une certaine transparence par rapport à ces élections. Il faut également noter, de donner les il faut également noter qu'il y a... Les choses qui se sont faites devant tout le monde, on interdit. Je dis également les tendances. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, on a vu dans ce pays que des gens volontairement ont donné de fausses tendances. Et les gens le font aujourd'hui. C'est même ça le risque également au niveau des PV. C'est-à-dire qu'il peut bien arriver qu'il y ait une collusion entre 2 ou 3 partis par rapport au PV. Ils présentent le même PV, qui soit peut-être différent de celui du parti de l'ECAM, et ça peut poser problème. Je répète, c'est pas la perfection. Ça s'améliore. C'est un processus qui est... Et mais n'oubliez pas une chose, malgré ce processus-là, il y a quand même des députés de l'opposition. Il y a quand même les conseils municipaux de l'opposition. Le problème, ce n'est pas une question de portion congrue. La preuve, c'est que vous dites que vous allez aux élections. Si vous allez aux élections, ça veut dire que vous pensez quand même que vous avez au moins une chance, vous avez une chance de pouvoir gagner, au moins un siège. Si vous saviez que le système était vicié totalement et que vous n'aviez aucune chance, ce serait suicidaire de vous engager dans un processus électoral. Je dirais qu'aucun des systèmes, regardez le système des Nations Unies, des États-Unis. Vous voyez bien que lorsqu'on fait on comptabilise le nombre de votants, Madame Clinton
avec plus d'électeurs en sa faveur que... C'est pas la même chose. Si vulgairement qu'elle a gagné le vote populaire. Voilà. Donc je veux dire que ce système, pour vous, est-ce que ce système est parfait? Non. Je parle pas. Je parle des systèmes. Là, c'est un système indirect. Est-ce qu'il est parfait? Mais c'est quand même la plus grande démocratie du monde qui est vieille. On a vu lorsque le président George Bush, on a vu le comptage de voix manuel. Ça veut dire quelque chose. D'accord. Voilà. Donc moi je pense que oui, le système est améliorable et on est en train de le faire. J'ai cité un certain nombre de progressions en parlant de l'ONEL 1 à ELECAM. Il y a d'autres choses qui seront faites et qui doivent être faites. Je dis qu'il ne faut pas oublier qu'à tout moment, que ce soit en préélectoral, dans le système, je veux dire qu'il y a un contentieux préélectoral, le contentieux est l'ordre de l'élection et le contentieux post-électoral. C'est-à-dire qu'à tout moment, on donne la possibilité aux citoyens qui se sentent lésés par les opérations électorales de pouvoir saisir la commission locale, le tribunal administratif, le conseil constitutionnel, selon les cas. Je vous assure que dans plusieurs pays, vous ne verrez pas ça. L'idéal, et je terminerai par là s'il vous plaît, l'idéal, et nous rêvons de ça, qu'au soir des élections, on nous donne des résultats. On l'a vu au Sénégal, on l'a vu dans d'autres pays, on le voit en France, c'est normal. C'est notre souhait pour nous tous. Mais cela ne peut pas se faire d'une manière brutale. Je crois que c'est un processus et on va y arriver. Ok. Signor Barista, vous reconnaissez comme la plupart des partis, l'opposition camerounaise, que le système, il n'est pas bon du tout, mais vous irez quand même aux élections qui s'annoncent. Laisse-moi quand même répondre dire un mot sur ce que les autres panélistes ont dit. Je suis vraiment surpris d'entendre le représentant du RDPC fait allusion aux États-Unis. Parce que au Cameroun, d'abord, on ne sait pas qui fait quoi. Est-ce que c'est les CAM qui organisent les élections ou c'est le MINAT? On ne sait pas encore, hein? Parce que votre système-là, et les CAM MINAT, ils sont tous deux impliqués dans le système. Le Cameroun a cette palme d'or d'être l'un des rares pays au monde où il faut 2 semaines pour que les résultats soient proclamés. Vous avez parlé des États-Unis. Dès qu'on sort des urnes, CNN annonce les résultats. N'empêche. Alors. Non, mais on a vu aux États-Unis des décomptes manuels. Ça a été demandé. Si c'était aussi parfait que ça. En tant qu'officier, ça a été demandé par Al Gore. Mais pourquoi? Mais qui était mauvais pédant. Ah, mauvais pédant. Aujourd'hui, là-bas, on sait les mauvais pédants. Ici, là. Je crois que vous n'atteignez même pas la proclamation de résultats après 2 semaines. Donc, vraiment. Est-ce que le problème c'est au niveau de la proclamation des résultats? Le système électoral ne se limite pas à la proclamation des résultats. Pourquoi vous limitez à ça? Vous voyez que vous avez taillé votre truc pour vous permettre de rester éternellement au pouvoir. Ne venez donc pas aux élections. Ne venez donc pas aux élections. Laissez-nous donc vous dégonfler un peu parce que ce que vous avez mis en place là comme système électoral, c'est une honte pour la nation. C'est pas une honte. C'est une honte. Non, ce n'est pas une honte pour la nation. Si c'est une honte, vous ne seriez pas allé aux élections. Je vais vous donner les analyses. Vous n'y allerez pas. Je vais vous donner les analyses. Voilà un pays qui a choisi le système biométrique pour s'inscrire. On s'inscrit par système biométrique. Mais maintenant, la proclamation de résultats, c'est quoi? Système manuel. Avant, on s'inscrivait même pas par système biométrique. C'est ça l'évolution dont je parle. Voilà. Avant, il n'y avait même pas ça. Ça a évolué, n'est-ce pas? Ça sera comme la Constitution. Ça évolue progressivement au cours du présent mandat qui dure déjà 37 ans. Donc, vraiment. Mais si le système est vicié, ne participe pas aux élections. C'est contradictoire. Vous avez estimé que le système est vicieux, que vous n'avez aucune chance de gagner. Vous voyez qu'il ne veut même pas que je parle. Là, il m'arrache la parole. Allez-y donc. Moi, je dis donc que c'est un système vraiment qui est unique. Parce que on s'inscrit de manière biométrique. Maintenant, pour aller aux urnes, c'est autre chose. On vous dit que les listes seront affichées. Vous avez vu le problème avec le MRC à Bonanjor. Ils sont allés là à Bonanjor pour aller voter. On a chassé leurs scrutateurs de la salle. La raison c'était quoi? Votre code électoral. On dit que non, on ne reconnaît pas les scrutateurs de MRC. Pour quelle raison? Voilà votre code électoral. Vous avez taillé ça sur mesure pour vous protéger. Alors maintenant, quand il faut proclamer les résultats, tout à l'heure vous avez parlé là, je me suis demandé, mais il parle de quelle élection? Vous avez dit qu'on fait le dépouillement sur place? Où ça?
Vous avez la commission départementale. Non. La commission nationale. Non. Maître Achou, je ne vous laisserai pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui, maître, nous avons vu, on a l'expertise dans ce sujet-là. Il va vous dire, lorsque la loi le dit, je peux me citer l'article, dès qu'on finit dans chaque bureau de vote, on ouvre, le président du bureau de vote ouvre les urnes, on les compte devant tout le monde, et moi je l'ai fait. J'espère que vous n'allez pas dire que c'est moi qui parle là, parce que c'est lui qui m'a arraché la parole. Alors, au RDPC, il faut apprendre à laisser les autres parler. C'est ça les règles de la démocratie. Vous ne parlez pas à ma place. Allez-y donc, maître, allez-y. Alors, je disais donc que vraiment, ce code-là, ce système électoral est une honte. Vraiment, si vous voulez que les choses avancent, monsieur, mon collègue, monsieur Kamto, avait raison. Il faut revoir ça avant d'aller aux élections. Vous ne voulez pas qu'on le voit. On vous laisse avec votre chose. On vous a laissé avec ça depuis 37 ans. Vous en êtes où? Aujourd'hui, là, on va voir combien de places vous aurez encore dans cette assemblée. Malgré tout ce tripatouillage, ça sera chaud. Ok. Eric Yombi, comment faire donc pour éviter au maximum les contestations post-électorales? Parce que tel que c'est parti là, vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose? Je vais répondre à votre question. Maître Biliga, j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans le même pays. Vous savez, il y a une indication simple. À la fin des votes, les différents scrutateurs ont leur PV. Et les PV, entre guillemets, définitifs, doivent être confondus avec ce que les scrutateurs ont eu et simplement constater que c'est la même chose. C'est aussi simple que ça. Je pense que le Cameroun est capable de nous sortir les résultats quasiment définitifs, si ce n'est provisoire, le même soir, le même jour. Il ne faut pas qu'on ait honte de tricher ce qui se passe notamment au Sénégal. Est-ce le contraire? Vous m'avez bien interprété. Est-ce le contraire? Je termine en disant ceci. Nous sommes comptables de ce que le Cameroun sera demain. Le Cameroun dont nous parlons, ce n'est pas un Cameroun RDPC. Ce n'est pas un Cameroun MRC. Il s'agit d'un Cameroun qui est notre bien commun. Excusez-moi de le dire, j'assume. Je suis quelque part déçu que les partis politiques ne portent pas suffisamment cette revendication. Il ne s'agit pas seulement pour le MRC de porter cette revendication. Je pense que les membres du RDPC sont dans un pays qui leur appartient, de telle sorte que ce que nous fondons aujourd'hui, c'est pour satisfaire les générations futures. Maître Biliga et autres, nous avons envie de partir la tête tranquille demain, tout ça en sachant ce que nous avons légué à nos enfants. Quelle est cette affaire? Je termine. C'est l'impression que vous êtes du MRC, hein? C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que vous êtes du MRC. Dites-le d'une manière claire et nette, aussi simple que ça. C'est vrai. C'est l'impression que j'ai. Alors, il est tout simplement ici question de savoir ce que nous léguons à la postérité. Et de ce point de vue, je pense que ce code électoral avec lequel nous irons possiblement aux élections est encore source de tensions dans ce pays, dans la mesure où le peuple risque de ne pas avoir les représentants qu'il a choisis. Et je pense que c'est dangereux par rapport au Cameroun que nous sommes en train de fabriquer, un Cameroun qui se veut celui de l'apaisement, une république qui se veut exemplaire. Ok. Bon, on va sortir avec cette histoire de la rue Françoise Foning. Vous passez par là? Décrivez-nous un peu. Ça se trouve de quel côté? Bon, en fait, la prétendue rue, ou bien la supposée rue Françoise Foning, devrait se trouver à, je pense, à Bepanda. Oui, de Bepanda, quelque part. Oui, entre Mala. Bon, moi, en fait, quand j'ai entendu parler de l'affectation du nom Françoise Foning à la rue, j'avoue que j'ai été quand même un peu surpris que le délégué du gouvernement prenne sur lui de venir baptiser une rue, alors qu'elle est dans un état vraiment catastrophique. Donc vous avez un problème avec l'état de la route? Oui, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut baptiser une route qui est impraticable. Il y a un trou d'une longueur d'au moins 15 mètres sur cette route-là et d'une profondeur de moins 3 mètres. Moi je suis quand même surpris. Le délégué du gouvernement, même pour inaugurer, même pour baptiser la rue, il faut bien qu'il passe d'abord dessus et qu'il voit à quoi elle ressemble. Moi, honnêtement, je suis stupéfait. Allez-y, vérifiez. Bon, vous faites l'investigation à travers votre chaîne. Allez vérifier et montrer un peu aux Camerounais qu'ils voient la rue. Que le délégué du gouvernement rue Françoise Foning. Je doute fort que Françoise Foning, si elle vivait encore, qu'aujourd'hui, elle puisse avoir accès à son domicile en voiture en passant par cette rue-là. Je vous le dis parce que j'ai vu des camions qui se sont embourbés et qui ont été remorqués. Je dis des camions. Donc c'est vraiment honteux. Moi, je ne vais pas rentrer dans
le conflit qu'il y a au sein de la famille. Oui. Voilà, quant à savoir s'il faut adjoindre Sobning, s'il faut la rue Sobning ou bien rue Foning. Moi, franchement, il faut quand même que la communauté urbaine donne un peu de sérieux dans son façon de travailler. Quand vous regardez l'état de la voirie de Douala, on est à se poser la question de savoir est-ce qu'à la fin, le délégué du gouvernement, il est là juste pour son aura personnel, pour ses honneurs personnels de délégué du gouvernement, ou bien il est là pour travailler. C'est la catastrophe partout. Les gens, on doit comprendre chez nous que la route est un instrument de développement économique. Quand vous avez un opérateur économique qui met 5 heures, là où il aurait dû, bon, peut-être pas 5 heures, mais 3 heures, là où il aurait dû mettre 30 minutes, vous comprenez que ça fait une perte énorme en termes de chiffre d'affaires. Et ça ralentit l'évolution économique. Donc nos dirigeants doivent comprendre que là, c'est pas pour rien qu'on dit que là où la route passe, le développement suit. Okay. Voilà, le réseau de transport est un élément capital dans l'essor de l'économie d'un pays. Donc que le délégué du gouvernement, franchement, c'est vrai que pour moi, je ne vois pas l'utilité d'avoir un délégué du gouvernement. Lors du Grand Allure National, il a été décidé que ce poste sera supprimé. Oui. Bon, j'ai hâte vraiment que ce soit supprimé. Voilà, et qu'on applique une véritable décentralisation où les moyens seront donnés. Non, on ne fait pas le procès du délégué du gouvernement. Nous sommes sur la rue, hein. Oui, nous sommes sur la rue, François Foning. Ne sortons pas. Okay, nous sommes sur la rue, ok? Oui, mais... Et Meltikati, restons sur la rue. Ok, sur la rue, sur la rue, je dis... Bon, Françoise Foning était une icône du RDPC. Oui. Voilà, moi, ce n'est pas une icône de la République. Okay. Bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que des grandes icônes de ce pays, comme les Oumniobel, les Wandje, n'ont aucune rue qui porte leur nom, alors qu'en même temps... Non, il y a la rue Oumniobel. Bon, ben, je peux me tromper, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'icônes dans ce pays. Voilà. J'avoue que peut-être, je ne sais pas très bien où ça se trouve, la rue Oumniobel, mais je me souviens quand même qu'à un certain moment, on a voulu construire un monument pour lui. Oui, il y a eu tellement de conflits, machin. Voilà, donc... Maître Sikati, justement sur Maître Biliga. Maître Sikati a un problème. Il a un problème, non pas seulement parce que le délégué, lui, il reporte par rapport, comme a dit Cédric, les problèmes, mais Maître Sikati, lui, il a un autre problème. L'état même de cette rue qui va porter le nom de cette dame, cette grande dame des populations de la ville de Douala, Douala 5e en particulier. Même Maître Biliga, il vient à Douala 5e. Je suis de Douala 5e. Oui. Vous passez par là, vous êtes passé par là aujourd'hui? Devant la maison de Mme Foning, mais pas par cette route-là. Parce qu'effectivement, je savais que cette route-là... Ah, vous avez esquivé la route. Pourquoi? Je suis passé par les pavés, alors que la route n'est pas une route de pavés. Oui. Je suis passé juste devant sa maison. Non, je dis, lorsque c'est mauvais, nous sommes tous d'accord. Oui. On est des Camerounais, nous vivons... Donc vous dites que la route François Foning est mauvaise. J'ai été surpris lorsque j'ai appris que c'est cette route, qui a une route Foning qui passera de là, qui arrivera vers Makape Moussoké. Dans ma tête, je cherchais, en réalité. Parce que pour moi, ça ne pouvait pas être cette route. Je pense peut-être d'ici là, on l'aura aménagé avant de l'inaugurer. Oui. Mais effectivement, l'état actuel de cette route ne permet pas qu'on puisse l'inaugurer. Moi, qu'on puisse, je veux dire, la baptiser. La baptiser. Ça, c'est la réalité. On ne va pas tricher, on ne va pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui. Cette route, sauf si on l'a aménagée, mais on ne passe pas par là. Moi, je ne passe plus par là. On ne l'a pas aménagée, puisque ce matin encore, je suis passé par là, j'ai dû contourner. Voilà. Sylvestre Hippolyte Zangaou, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Dans un instant, 100% football au menu, Sylvestre. Au menu, le premier match des Lions de moins de 17 ans en Coupe du Monde. Ce sera à minuit contre le Tadjikistan. Le coup d'envoi de cette compétition mondiale des moins de 17 ans a été donné le week-end dernier. Des pays africains sont déjà bien illustrés, notamment le Sénégal qui a battu 4 buts à 1 dimanche plutôt. L'équipe des États-Unis d'Amérique, Libye Thomas et son groupe vont donc entrer en scène. Il sera minuit très exactement à Douala au Cameroun. Nous parlerons également de la 3e journée du championnat Elite One. Les résultats, la douche froide de l'Union sportive de Douala face à Bamboutos de Bouddha qui s'est imposé 3 buts à 1 lors de ce match choc de la 3e journée entre les Nassara Kamakai et les Mangwa Boys. Le football au Cameroun, on en parlait déjà la semaine dernière, se joue également sur le théâtre juridique entre des décisions qui sont prises par des juridictions spécialisées et des instances qui refusent de respecter ces décisions. New Star de Douala et les Astres de Douala s'y persistent. Ces deux clubs refusent de
jouer en Elite 2. Ils veulent que soient respectées les décisions qui ont été prises en leur faveur par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour New Star de Douala et par la Chambre de recours de la FECAFOOT pour les Astres de Douala. Ces deux chambres juridictionnelles réhabilitent ces clubs en Elite 1. Donc, pour les verdicts qui ont été rendus, ces deux clubs doivent jouer bel et bien en Elite 1 et non en Elite 2. Mais la FECAFOOT se refuse de mettre en application ces décisions de la CCA. Nous en parlerons dans cette édition. Nous ferons le point de ces différents championnats. Nous donnerons également des nouvelles de quelques internationaux camerounais. N'oubliez pas que les éliminatoires de la CAN 2021, la date se rapproche. Les Lions d'Antable affronteront le 11 novembre prochain lors de cette première journée la sélection du Cap-Vert. Voilà, tout à l'heure, dans un instant, on va le dire comme ça, après Equinox Soir, ce sera 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Pour terminer, Eric Yambi, sur la rue Françoise Foni, rapidement. On arrive au terme de l'émission. Alors, je suis tout simplement déçu que le délégué du gouvernement n'ait pas fait quelques concertations préalables avec la famille pour nous éviter une honte supplémentaire, parce que c'est un spectacle pas très intéressant de savoir que la famille ne s'entend pas et pourtant l'événement a déjà été annoncé. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait prendre des dispositions vraiment pour que cette cuisine interne ne pousse pas, n'est-ce pas, éclabousser l'image de la communauté du Cameroun. Non, il dit justement, la cérémonie était prévue pour demain et il dit que je suis dans regrettable obligation de retirer provisoirement ma disponibilité pour cet événement en attendant que la famille de l'Auguste disparu s'accorde sur les modalités de son organisation afin d'honorer la mémoire de cette figure emblématique de notre pays. J'ai bien compris. Je vais tout simplement dire que des consultations préalables aurait fait en sorte qu'on soit totalement d'accord, qu'il y ait un consensus et non pas qu'il a reporté un événement parce que ça se sent bien qu'il y a une sorte de précipitation. Oui. Signor Barista, le délégué du gouvernement et du RDPC, François Foni du RDPC, et je suis surpris que... La rue n'est pas RDPC seulement. Je suis surpris que monsieur le délégué ne sache pas quel nom donner à la mémoire de Foni, François. Puisque c'est son militant, c'est son icône, il connaît quel était son nom. Ce n'est pas parce que cette femme a eu à avoir deux maris qu'on va nous dire que ça sera Foni ou ça sera Sony. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment? Vous connaissez son nom? Sony, c'est son nom de femme de fille. Vous connaissez son nom. Donc, vraiment, pour moi, c'était un non-événement. On connaît son nom. On connaît son nom. C'est un non-événement. C'est son nom de femme. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est un non-événement. Ok. Pour moi, c'est mon confrère qui a raison. Ça dit, le délégué devait nous... Ton confrère qui est Biliga ou bien vous deux, vous avez raison. Pour une fois, vous deux, vous avez raison parce qu'on ne peut pas baptiser ce genre de rue qui montre dans quel état le pays se trouve. Ok. Merci Eric Yambi d'être venu. Merci. Voilà, merci Maître Biliga. Merci beaucoup. Merci Maître Sikati. Merci et bonsoir à tout le monde. Signor Barista, you're welcome. Thank you. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette première édition Equinox Soir. Bonsoir Bépanda, rue Françoise Foni.